Mon nom est Garrett et cela s'est passé quand j'étais en 2e année de collège. Quand je n'ai pas eu de dortoir après ma première année, je me suis débrouillé pour trouver un logement hors campus. En bref, je me suis retrouvé dans une coopérative, faisant partie d'une communauté de 3 maisons qui étaient plus ou moins proches du campus, mais pas vraiment. Ce n'était pas idéal, mais c'était bon marché et je n'avais pas beaucoup d'options. De plus, j'avais un vélo, donc le temps de trajet supplémentaire ne me dérangeait pas vraiment. La plupart des résidents étaient de jeunes étudiants comme moi, mais il y avait quelques exceptions. Il y avait une poignée d'anciens élèves, 1 ou 2 assistants d'enseignement et quelques personnes plus âgées qui obtenaient leur diplôme plus tard dans la vie. Mais la personne qui m'a immédiatement frappé était une femme plus âgée qui vivait dans l'une des autres maisons. D'après ce que je pouvais dire, elle avait peut-être la 50aine, même si elle paraissait un peu plus âgée que ça. Elle avait les cheveux grisonnants et marchait avec une sorte de boiterie, comme si elle avait une sorte de blessure au dos. Elle était vraiment silencieuse et restait la plupart du temps seule, et elle avait toujours cette expression vide sur son visage. J'ai supposé qu'elle avait une sorte de lien avec l'université, peut-être un membre du corps professoral ou peut-être une ancienne élève, mais personne n'a expliqué et je n'ai pas demandé. La première fois que je l'ai vue faire quelque chose d'étrange, c'était dans notre cuisine commune, ce qui était un peu bizarre pour commencer, car les 2 autres maisons avaient leur propre cuisine, donc je ne savais pas pourquoi elle traînerait dans la nôtre. Elle ne cuisinait pas, ne mangeait pas, ni même ne parlait à personne. Elle était juste là, debout, pendant que le reste d'entre nous parlait et courait, préparant le dîner et écoutant de la musique. Elle n'a pas essayé de se joindre à nous. Elle nous a juste regardés fixement. Je l'ai croisée du regard plusieurs fois, et une partie de moi a eu le sentiment qu'elle me regardait spécifiquement, même si je savais que c'était peu probable. Personne ne l'a reconnue, ce que j'ai trouvé un peu bizarre aussi. Peut-être qu'il savait quelque chose que je ne savais pas. Plus tard cette semaine-là, je faisais mes devoirs dans ma chambre quand je l'ai revue. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre et elle était là, me regardant fixement. Comme si ce n'était pas assez étrange en soi, elle n'était même pas sur le trottoir, mais plutôt au milieu de la rue. Il se faisait tard et il faisait assez froid aussi, donc elle devait être gelée dehors. Je ne pouvais pas dire si elle regardait dans ma fenêtre ou juste dans la direction générale de la maison, mais j'avais l'impression qu'elle me regardait spécifiquement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je lui ai fait signe, essayant d'être amical. Au moment où je l'ai fait, je l'ai instantanément regretté. Elle n'a pas répondu à mon signe. Au lieu de cela, elle a sauté plusieurs fois comme si elle était excitée, puis a couru vers l'une des autres maisons, vraisemblablement la sienne. Je me suis senti un peu mal. Non seulement je l'avais reconnue, mais j'avais confirmé qu'elle avait regardé dans ma chambre tout le temps, et même si elle ne l'avait pas fait, elle savait maintenant quelle était ma chambre. Plus tard cette nuit-là, j'ai interrogé l'un de mes colocataires à son sujet. Il m'a dit que cette femme avait toujours été là et que je devais faire de mon mieux pour l'ignorer, comme le reste d'entre eux. J'ai posé d'autres questions à son sujet, mais le gars ne savait vraiment rien et a dit qu'il ne faisait que répéter ce que quelqu'un lui avait dit quand il avait emménagé. Cela ne me convenait pas, alors j'ai demandé autour de moi jusqu'à ce que j'obtienne une sorte de réponse. L'un des aînés de la maison spécifique où elle vivait m'a dit qu'elle était associée à l'université et qu'elle était un peu excentrique, mais qu'elle n'avait pas d'antécédents de violence ou de comportement physique. Je lui ai demandé pourquoi personne ne trouvait cela aussi étrange que moi, et il m'a dit qu'il ne pouvait vraiment pas contrôler qui vivait là, car cette décision revenait au gérant immobilier. Je n'étais pas entièrement satisfait de cette réponse, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Alors, j'ai essayé de la chasser de mon esprit. Mais ensuite, ça a empiré. Une nuit, je suis sorti de ma chambre et j'ai failli la percuter. Elle était dans le couloir, juste devant ma porte. J'ai littéralement reculé parce qu'elle m'a pris tellement au dépourvu. Il était plus de minuit, un mardi, donc la maison était presque morte.
Elle n'a rien dit quand elle m'a vu, elle a à peine réagi. Au lieu de cela, elle s'est juste retournée et est partie comme si j'étais celui qui l'avait dérangée. Je ne vais pas entrer dans les moindres détails, mais il y a eu plusieurs autres occurrences, comme celle-là, où je l'ai surprise soit à fouiner là où elle n'avait rien à faire, soit à faire quelque chose qu'elle n'avait pas à faire. À un moment donné, j'ai perdu ma clé de chambre. Les 3 maisons avaient autrefois fait partie du même hôtel, donc toutes les chambres avaient des serrures et des clés personnelles. C'était une coopérative, donc la plupart des gens laissaient leurs portes déverrouillées, mais j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas dormir confortablement en sachant que quelqu'un pouvait simplement entrer dans ma chambre, donc perdre ma clé est un gros problème. Tout le monde avait une clé de rechange, y compris moi, mais j'étais furieux parce que je devrais aller faire une copie de la clé et c'était un inconvénient supplémentaire que je ne pouvais pas me permettre à l'époque. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillé au hasard dans la nuit. Je ne savais pas pourquoi au début, mais ensuite je l'ai entendu. Il y avait un léger cognement venant de mon placard toutes les 20 secondes environ. On aurait dit que quelque chose bougeait derrière la porte, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de mon placard. Je ne suis pas du genre à avoir peur facilement et je ne suis certainement pas du genre à être impuissant dans une situation dangereuse, alors j'allais m'en occuper moi-même. Je suis sorti tranquillement du lit et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai marché lentement vers le placard, essayant de garder ma respiration sous contrôle. Mon cœur battait la chamade. D'un mouvement fluide, j'ai ouvert la porte du placard et j'ai crié comme une folle. Comme je m'y attendais, la femme était là. Elle avait l'une de mes cravates enroulée autour de son cou et ses yeux étaient grands ouverts. Elle tenait un couteau de cuisine de l'autre main. Mon cri a dû la surprendre, car avant que je ne puisse réagir, elle s'est jetée sur moi avec le couteau tendu. J'ai crié à nouveau, seulement celui-ci n'était pas simulé. C'était un cri de pure peur. Je l'ai plaquée au sol et j'ai pu la désarmer assez facilement, étant donné sa fragilité et sa petite taille. Cela n'a pas rendu la situation moins terrifiante. Elle a donné des coups de pied, s'est battue et a mordu pendant que je la maintenais au sol, criant tout le temps. J'ai appelé à l'aide et j'ai entendu des portes claquer, suivies par certains de mes colocataires qui couraient dans le couloir. Mon ami Lee m'a immédiatement aidé à immobiliser la femme et nous l'avons maintenue au sol pendant que quelqu'un d'autre appelait la police. Le reste de la nuit a été un flou. La police est arrivée rapidement et l'a arrêtée sur le champ. À ce moment-là, elle avait cessé de crier, mais elle a refusé de dire quoi que ce soit, ce qui était extrêmement troublant. Les policiers ont trouvé ma clé de chambre sur elle. Quelle surprise! Quelques semaines plus tard, nous avons eu notre réponse sur qui elle était. Apparemment, c'était la sœur du gérant immobilier, qui l'a laissée vivre là en secret. Elle avait de graves problèmes de santé mentale et au lieu de lui donner des soins appropriés, il l'avait simplement jetée dans l'une des chambres inoccupées. Je crois que le gérant immobilier a finalement été arrêté pour négligence et une foule d'autres choses, et à juste titre. Je le blâme honnêtement beaucoup plus pour ce qui s'est passé qu'elle. Si quoi que ce soit, je me sens mal pour elle, mais ma pitié n'effacera pas le fait qu'elle a essayé de me tuer. J'aurais pu perdre la vie cette nuit-là. Je n'ai aucune idée pourquoi elle semblait si intéressée par moi spécifiquement, mais je ne peux qu'espérer que rien de tel ne m'arrivera plus jamais. Je vais bientôt obtenir mon diplôme et le collège va vraiment me manquer, mais je ne pense pas que je pourrai jamais repenser à mon temps ici sans penser à cette nuit. Ceci n'est pas vraiment mon histoire, mais j'ai essentiellement vu tout se passer. Alors je la raconte quand même. J'ai vécu dans une modeste maison à 2 étages avec mon mari Benjamin pendant la majeure partie de 20 ans maintenant. Tous nos enfants vivent leur propre vie et je ne pourrais pas être plus fier. Mais je suis sur le point de vous raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Quelqu'un venait d'emménager dans la maison d'en face. Ce qui était vraiment bien, parce que j'en avais marre de regarder une maison vide tout le temps. Je suis à la retraite, alors je passe beaucoup de temps sur mon porche, à tricoter, lire, profiter du temps avec mon mari, tout ce que vous voulez.
J'écoute aussi beaucoup de podcasts de true crime là-bas, et parfois je mets juste de la musique. La personne qui a emménagé dans la maison d'en face était un jeune homme, peut-être la vingtaine. Il conduisait une BMW d'apparence chère et s'habillait toujours de vêtements flashy, alors j'ai pensé qu'il était soit aisé, soit qu'il faisait sérieusement semblant. J'espère que je ne donne pas la mauvaise impression de lui. Il était en fait vraiment gentil. Il s'est présenté à nous après quelques jours. Son nom était Quinn et il avait quelques années après l'université, comme je l'avais deviné. C'était un gars vraiment brillant et il s'entendait très bien avec Benjamin. Il riait et parlait de sport, et Benjamin a même raconté quelques-unes de ses propres histoires de collège que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Quinn a dit qu'il travaillait dans l'industrie du divertissement et qu'il faisait du travail indépendant pour une personnalité d'Internet, quoi que cela signifie. Cela m'a un peu dépassé, mais ça devait être lucratif. Il avait l'air assez riche, comme je l'ai dit. Il parlait d'actions avec Benjamin et nous a parlé de certains des investissements qu'il faisait. Dans l'ensemble, il semblait être un gars sympa. Les choses ont été normales pendant quelques mois. Comme je l'ai dit, je passais beaucoup de temps sur mon Porsche, alors Quinn me faisait souvent signe en quittant sa maison et je lui répondais toujours. Je ne me souviens plus exactement quand, mais j'ai commencé à remarquer la même fille qui allait chez Quinn de temps en temps. Elle conduisait une petite décapotable blanche et elle était assez jeune, blonde, le genre de fille que vous vous attendriez à ce qu'un gars comme lui fréquente. Pour être franche, elle s'habillait un peu scandaleusement, ce que je n'appréciais pas pleinement. J'ai pensé qu'elle était sa petite amie, peut-être qu'elle surveillait la maison pendant qu'il était absent. Elle avait sa propre clé de maison, donc cela avait du sens. C'est devenu une chose régulière, 1 ou 2 fois par semaine, je voyais cette voiture arriver pendant que Quinn était parti. Elle entrait, restait un moment, puis partait. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait, mais les jeunes sortent différemment de nos jours, alors j'ai gardé mes pensées pour moi. Puis un soir, je les ai vus ensemble. Quinn est entré dans son allée avec elle sur le siège passager. Cela a confirmé que c'était sa petite amie, comme je l'avais supposé. Mais peu de temps après ce jour, les choses ont commencé à devenir tendues. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Un après-midi, j'étais en train de m'occuper de mon petit jardin quand j'ai entendu des cris de l'autre côté de la rue. Quinn et la fille étaient debout dans l'allée, se criant dessus. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils se disputaient, mais je n'en avais pas besoin. Elle n'arrêtait pas de jeter ses mains en l'air, lui crachant pratiquement ses mots. On aurait dit qu'elle allait le frapper. Finalement, elle est montée dans la voiture, a claqué la porte et est partie en trombe sur la route. Quinn a secoué la tête et est rentré. Je ne pense même pas qu'il m'ait remarqué. J'ai pensé que c'était une dispute d'amoureux. Tous les couples se disputent et ce n'était pas ma place de m'immiscer là où je n'étais pas la bienvenue. Mais ensuite, j'ai revu la voiture de cette fille devant sa maison quand il n'était pas là. Pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. J'en ai parlé à Benjamin et il a dit que c'était impoli de fouiner et que je devais juste laisser le pauvre garçon tranquille, ce avec quoi j'étais d'accord. Mais ensuite est venue la nuit où tout a dérapé. Benjamin et moi dormions quand nous nous sommes réveillés au son des sirènes hurlantes à l'extérieur. Nous nous sommes précipités dehors, rejoignant la poignée de voisins qui étaient sortis pour voir ce qui se passait. La maison de Quinn était envahie de voitures de police, d'une ambulance, tout le tralala. Nous avons regardé les policiers sortir de sa maison avec cette fille menottée. Elle n'a pas lutté ni crié, elle a juste accepté ce qui se passait et a regardé droit devant elle avec une expression vide. Nous avons vu Quinn être transporté dehors sur une civière. Il était en sang et j'ai haleté à la vue. Nous ne l'avons pas revu pendant 1 semaine après cela. J'étais très inquiète. Quand il est finalement revenu, Benjamin et moi sommes allés le voir. Il nous a laissé entrer sans hésitation et nous a tout raconté. Apparemment, cette fille, son nom était Ellie, avait tout avoué, facilitant les choses pour la police. Pour commencer, elle n'était pas censée avoir sa clé de maison. Elle avait volé sa clé de rechange et en avait fait une copie sans qu'il le sache.
Selon lui, elle a commencé à lui demander des choses, des dîners chics, des bijoux, des voyages coûteux. Quand il a hésité, elle est devenue possessive et en colère, ce qui a fait que les choses ont commencé à se dégrader dans leur relation. Chaque fois qu'elle s'était présentée sans prévenir chez lui, il n'avait pas été conscient qu'elle avait accès à sa localisation via son téléphone, ce que je ne savais même pas que c'était possible. Elle avait fouillé toutes ses affaires. Mais le pire de tout, c'est qu'elle avait planté des caméras cachées dans sa chambre. Chaque fois qu'elle retournait chez lui, quand il n'était pas là, elle remplaçait les piles des caméras et s'assurait qu'elles fonctionnaient toujours. La dispute entre eux que j'ai entendue était la tentative de Quinn de rompre avec elle. Elle a refusé et Quinn a accepté à contre-cœur de faire une pause. Ellie avait tout vu à travers les caméras et la nuit suivante, elle est allée chez lui avec un couteau. Je ne vais pas expliquer le reste, vous avez compris l'idée. D'une manière ou d'une autre, Quinn a réussi à la maîtriser, mais pas avant qu'elle ne le blesse gravement. Le médecin a dit qu'il était à un cheveu d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale ou de mourir. Benjamin et moi avons essayé de le consoler, mais il était visiblement secoué. La dernière chose qu'il a dite avant que nous partions, c'est qu'il avait appris sa leçon sur l'étalage de son argent, surtout autour des jolies filles. Il a déménagé peu de temps après. Il a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité dans cette maison et que son ex avait des tonnes d'amis comme elle et il ne se souciait pas du genre de femmes avec lesquelles je m'entourais. Leçon apprise. Le quartier où j'ai emménagé est vraiment agréable, avec peu de criminalité, calme et composé principalement de familles. Les maisons ici sont assez espacées, ce qui m'a en partie attiré. Mais, pour une raison quelconque, la propriété à côté de la mienne est beaucoup plus proche que la plupart des autres maisons entre elles. Et d'ailleurs, la maison voisine est énorme. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai pensé qu'elle pouvait facilement accueillir une famille de 10 personnes. C'est ce que j'ai immédiatement supposé, uniquement basé sur l'impression de leur réussite apparente. Je n'étais pas vraiment sûr de la façon dont un jeune comme moi allait s'intégrer facilement dans une communauté comme celle-ci, mais c'était plutôt une inquiétude personnelle. Quand j'ai enfin rencontré mon voisin, mon énergie sociale était déjà pratiquement épuisée après une journée à parler avec des inconnus. Je savais que si je rentrais simplement chez moi, je n'aurais pas la même motivation pour le rencontrer plus tard. Alors j'ai pris une grande inspiration et je suis monté par l'allée de sa maison. Avec le temps, j'ai fini par me confier à lui sur le fait que je me sentais un peu à l'écart, étant célibataire à la fin de ma vingtaine, entouré de tant de familles avec enfants. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que la plupart des gens ici étaient très réservés. Ce fut un certain soulagement pour moi. Il s'est présenté comme Damon et a dit que je devrais passer chez lui pour prendre un verre un de ces jours. J'ai haussé les épaules et dit « Tu sais quoi? Et pourquoi pas maintenant ?» Je m'attendais à ce qu'il rie et m'invite à entrer, mais au lieu de cela, il a regardé par-dessus son épaule comme si j'étais fou. Étant donné la taille de cette maison, j'ai trouvé ça étrange. Nous avons parlé encore quelques minutes. Il m'a donné son numéro et il est rentré. J'étais content de savoir que quelqu'un de mon âge vivait là, d'autant plus qu'il semblait être un type tranquille. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point c'était bizarre que quelqu'un vive seul dans une maison de cette taille. Bien sûr, moi aussi je vivais seul, mais ma maison faisait à peine la moitié de la sienne. Quoi qu'il en soit, j'ai repris ma routine. Et pendant des semaines, rien. Pas de fête, pas de visite, pas de livraison de nourriture. Sa voiture était toujours dans le garage, mais je ne le voyais jamais sortir. Je ne savais sincèrement pas ce qu'il mangeait. C'était comme si le gars vivait comme un fantôme. Je travaille à domicile et mon bureau est au 3e étage, donnant directement sur la propriété de Damon. Si vous vous demandez comment je savais autant de choses sur ses habitudes, ça peut sembler obsessionnel ou un peu étrange, mais sa maison était toujours dans mon champ de vision. Jusqu'au jour où on aurait dit qu'il organisait une fête. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas du genre à me plaindre du bruit. J'ai moi-même participé à de nombreuses soirées.
Mais c'était en milieu de semaine et le volume était insupportable. J'ai décidé de traverser et de lui demander de baisser un peu. J'ai enfilé un sweat et je suis allé là-bas. C'était clairement une fête, on pouvait le percevoir depuis l'extérieur. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Damon, mais j'ai renoncé, imaginant qu'il l'ignorerait probablement. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le son qui venait de l'intérieur, ce n'était pas de la vraie musique. C'était un enregistrement. Littéralement un enregistrement de gens qui riaient, parlaient, trinquant. Toute la fête était fausse, mais ça n'avait aucun sens. Il y avait pourtant des voitures dans le garage, des chaussures dans l'entrée, il y avait des gens dans cette maison, c'était certain. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais en m'approchant d'une porte à l'arrière, j'ai perçu un autre bruit, presque mécanique. Un son lourd, rythmique, comme une machine ou une scie électrique. Je me suis rapproché jusqu'à pouvoir jeter un œil par une fente. 3 hommes se trouvaient là, tous plus âgés, fixant quelque chose de l'autre côté de la pièce que je ne pouvais pas voir. L'odeur était extrêmement forte, ça sentait l'eau de javel ou un produit de nettoyage. C'est à cet instant que j'ai ressenti ce nœud dans l'estomac, cette sensation claire que ma vie était en danger. Je me suis retourné pour sortir le plus silencieusement possible. Mais, en montant les escaliers, la lumière derrière moi a baissé, comme si quelqu'un avait fermé la porte. Je n'ai pas entendu le bruit à cause de la musique, mais je l'ai senti. J'ai couru à toute vitesse, traversé la maison et défoncé la porte d'entrée. Quelques minutes plus tard, environ 8 hommes sont sortis en courant, inspectant le jardin, le garage et la rue. Mais Damon n'était pas parmi eux. Ils étaient tous plus âgés comme les 3 que j'avais vus auparavant. Certains semblaient se disputer, jusqu'à ce que l'un pousse l'autre, manquant de se battre au milieu de la rue. Finalement, ils sont tous rentrés à l'intérieur. Et les chaussures, ça n'avait aucun sens. Ils portaient tous des bottes. Pourrait-il apporter des paires supplémentaires juste pour les laisser dans l'entrée? J'avais trop de questions et aucune réponse. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Toutes les voitures avaient disparu. Même celle de Damon. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je ne pouvais pas m'empêcher de fixer sa maison. Après quelques heures, j'ai décidé d'appeler la police. Mais même en expliquant ce que j'avais vu et en indiquant précisément la maison, ils ont agi comme si j'imaginais des choses. C'est arrivé il y a quelques mois. Le plus étrange, c'est que Damon n'est jamais revenu. Il est clair que personne ne s'occupe plus de la maison. La pelouse pousse sans arrêt et une pile de colis s'entasse devant la porte, intouchée. Je ne sais pas quoi penser. Peut-être que ce n'est rien. Mais au fond de moi, je sens que personne n'irait aussi loin pour cacher ce qui se passait réellement là-dedans. Mon nom est Cadence. Je travaille au service de fermeture dans un petit bar situé dans la partie la plus tranquille de ma ville. L'endroit se trouve juste à la sortie de l'autoroute, mais le parking possède aussi une entrée par l'arrière, accessible au public de la ville. Ce n'est rien de sophistiqué, seulement un espace mal éclairé où les clients habituels se connaissent par leur prénom et où le jukebox joue la même rotation de rock classique depuis des années. La plupart de nos clients sont des habitants, des routiers de passage et parfois un touriste perdu en quête d'un verre fort. J'aime bien pourtant. La routine est prévisible, les pourboires étonnamment corrects et j'ai appris à gérer le public typique d'un bar. Les bavards, les dragueurs, les discrets et ceux qui veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Les week-ends sont évidemment beaucoup plus animés, mais travailler en semaine signifie que je suis obligé d'assurer mes services de nuit toute seule. Je n'ai même pas un aide barman qui viendrait de temps en temps. Oui, c'est évidemment plus simple et plus calme en semaine, mais mes collègues me manquent. J'ai l'habitude de rester très vigilante pendant mes services, parce qu'il nous arrive parfois d'avoir une bagarre vu le type de clientèle que nous attirons. C'est pour cela que j'ai remarqué cet homme immédiatement. Il devait être 1h du matin, un mardi, quand il est entré. Si je devais deviner, je dirais qu'il approchait de la 50aine, mais il était extrêmement bien présenté et soigné,
pas le genre d'apparence qu'on attendrait d'un homme de son âge dans un coin pareil. Il portait un col roulé noir sous un long manteau noir, bien habillé, mais de façon décontractée. Je ne sais pas trop expliquer, mais il avait une aura de sophistication qui faisait penser à de l'argent. Du vrai argent, pas du clinquant. Il a regardé autour de lui lentement avant de marcher d'un pas rapide vers le comptoir et de s'asseoir. Je me souviens aussi qu'il avait une posture étrangement droite, mais ce détail n'a pas grande importance. Quand je me suis approché, il a regardé les bouteilles derrière moi et a commandé quelque chose sur l'étagère du haut, sans hésitation. Pendant que je préparais son verre, il m'a demandé si j'aimais travailler ici, avec un sourire. C'était une question banale, alors j'ai répondu honnêtement. J'ai dit que oui, et je lui ai souri en retour. Ensuite, j'ai fait une petite blague sur le métier de barmaid, ou quelque chose du genre. J'aimerais pouvoir dire que j'ai senti une drôle d'énergie venant de lui, mais ce n'était pas le cas. Il avait vraiment l'air d'un type bien, comme ce père célibataire qui encourage toute l'équipe de baseball de son fils d'un high five. Il a discuté avec moi un moment, ce qui ne me dérangeait pas puisque le bar était très calme à cette heure-là. Finalement, il m'a demandé si j'avais déjà pensé à faire quelque chose de plus grand. J'avoue que c'était un peu étrange, mais pas vraiment effrayant dans le contexte. Je lui ai donné mon sourire habituel de barmaid et j'ai répondu que j'étais contente pour l'instant. Il a hoché la tête et bu une gorgée, visiblement déçu par ma réponse, sans que je sache pourquoi. Après un long silence, il m'a demandé à quelle heure je finissais. Comme ça, d'un coup. Cette question m'a surprise. Je n'avais perçu aucun signe de flir de sa part. Alors j'ai été un peu déçu de découvrir que notre conversation n'avait été qu'une autre tentative pour obtenir mon numéro. J'ai souri et donné une réponse vague, essayant de clore la discussion gentiment, sans paraître désagréable. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis occupé à nettoyer le comptoir. Mais il n'a pas insisté. Il a simplement souri, comme s'il savait déjà, a terminé son verre et a sorti un billet neuf de $100 qu'il a posé doucement sur le comptoir, comme si ce n'était rien. Sans rien dire de plus, il est parti dans la nuit. Je ne savais vraiment pas quoi penser de cette rencontre. Je sais que ça n'a pas l'air grand-chose, mais son attitude était tellement différente de ce à quoi j'étais habitué que j'en suis resté intrigué. De toute façon, j'ai imaginé que je ne le reverrais jamais et j'ai poursuivi ma vie. Mais, comme il s'est avéré plus tard, j'avais tort. Environ une semaine plus tard, il est revenu, sauf que cette fois, il n'était pas seul. Une femme l'accompagnait. Elle a attiré mon attention, car je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle semblait avoir autour de 35 ans et s'habillait d'une manière qui ne correspondait pas vraiment à son âge. Moderne, mais forcée, comme quelqu'un qui essaye trop de se fondre dans un groupe plus jeune. Je l'ai observé attentivement, tandis qu'il s'approchait du comptoir. Tout en elle semblait calculé, du sourire facile à la façon dont elle s'appuyait au bar, comme si nous étions déjà amis. En posant les serviettes devant eux, la première chose qu'elle a dite n'a pas été un bonjour, ni une commande de boisson, mais un compliment. Avec un sourire exagérément joyeux, elle m'a dit « Tu es tellement belle ». Ses doigts ont effleuré mon bras en parlant, restant une seconde de trop. J'ai ri et remercié, mais j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose de louche chez cette femme. L'homme, lui, n'a rien dit, ce que j'ai trouvé étrange aussi, puisqu'il avait été si bavard la première fois. Ils ont commandé des boissons, je les ai servis, et c'est alors que les questions ont commencé. La femme voulait savoir depuis combien de temps je travaillais ici, quel âge j'avais et plein d'autres choses de petites conversations. Je répondais poliment, mais brièvement, et j'avais l'impression que ce n'était pas une simple discussion. Elle m'étudiait. À un moment donné, elle a regardé l'homme et on aurait dit qu'ils se parlaient sans mots. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit qu'elle dirigeait un club d'événements exclusifs. Elle s'est penchée un peu en le disant, baissant la voix comme si elle voulait éviter que d'autres clients entendent. Elle a dit qu'elle cherchait toujours des jeunes femmes amusantes pour des soirées privées et que je pourrais gagner une fortune, $10 000 pour un week-end. J'ai laissé échapper un petit rire forcé et j'ai répondu que ça paraissait trop beau pour être vrai.
Elle a insisté que c'était réel et a affirmé que plusieurs filles comme moi travaillaient déjà pour eux. Son sourire n'a jamais changé, pas une seule fois, ce qui commençait à me mettre vraiment mal à l'aise. Elle ramenait sans cesse la conversation sur le travail, répétant les mots « amusant, sûr, exclusif ». Puis, l'air de rien, elle a dit « Tu devrais juste faire un petit tour dehors, il y a quelqu'un qui peut t'expliquer mieux ». Mon cœur s'est emballé. Je ne plaisantais plus du tout à ce moment-là. Je n'ai même pas essayé de cacher que j'étais effrayé. J'ai répondu fermement « Ça ira pour moi », sans sourire cette fois. À ce moment-là, un groupe de clients est entré en riant bruyamment. L'expression de la femme a changé en un éclair. Son masque amical a glissé un instant avant qu'elle ne se tourne vers l'homme à côté d'elle. Sans rien ajouter, ils sont partis. Je mentirais si je disais que je n'étais pas troublé après ça. Ces inconnus venaient de me proposer je ne sais quoi. J'en ai parlé à mes collègues et à mon patron, et tout le monde a convenu de rester vigilant au cas où ils reviendraient. Mon patron m'a assuré qu'il était toujours à 15 minutes en voiture et que les caméras de sécurité suffisaient généralement à dissuader les problèmes. Je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Ce n'est pas comme s'ils avaient fait quelque chose d'illégal. J'ai essayé d'oublier, mais quelques nuits plus tard, en fermant le bar, j'ai vu la voiture. Garée de l'autre côté de la rue, moteur éteint, immobile. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était rien, mais la sensation d'être observé me parcourait la peau comme de l'électricité statique. J'ai marché jusqu'à ma voiture, la tête baissée, les clés serrées dans la main. En quittant le parking, j'ai regardé dans le rétroviseur. La voiture me suivait. Elle gardait une distance de sécurité, mais chaque virage que je faisais, elle le faisait aussi. J'ai tourné au hasard dans une rue latérale et elle était toujours derrière moi. J'étais paniqué à l'intérieur, mais je me forçais à rester calme, à réfléchir. Alors, sans hésiter, je suis entré sur le parking d'un commissariat de police, serrant le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Dès que je me suis arrêté, la voiture a accéléré et est partie. Il ne s'est rien passé après ça pendant un moment, mais je savais que ce n'était pas fini. Et j'avais raison. Une nuit de semaine très calme, presque personne n'était venu jusqu'à minuit. Je nettoyais le comptoir, songeant même à fermer plus tôt quand la porte s'est ouverte. C'était la femme. J'ai aussitôt envoyé un message à mon patron, aussi discrètement que possible. Quand j'ai relevé la tête, elle me fixait avec ce même sourire artificiel. Elle a marché lentement jusqu'au comptoir et s'est assise, les mains croisées devant elle. J'ai pensé à simplement la mettre dehors, mais elle a dit « Je pensais venir te voir ». J'avais l'estomac noué, mais j'ai essayé de dissimuler. J'ai dit que nous allions fermer et qu'elle devait partir. Elle a fait une moue et a demandé juste un old-fashioned. J'ai pensé refuser, mais j'ai imaginé que préparer le verre pouvait me faire gagner du temps jusqu'à ce que mon patron arrive. Alors je me suis tourné pour préparer le cocktail, essayant de rester calme. C'est alors que j'ai entendu le bruit discret et distinct de la porte d'entrée qui se fermait. Je me suis retourné d'un coup. La femme avait disparu. Un nœud horrible m'a tordu l'estomac quand je me suis approché de l'entrée. Par les vitres, j'ai vu une camionnette noire garée devant. Sans réfléchir, j'ai verrouillé la porte aussitôt. Puis j'ai entendu un bruit métallique venant de la porte de derrière. Quelqu'un essayait d'entrer. J'ai attrapé l'objet le plus lourd que j'ai trouvé, un shaker en métal, que je serrais comme une arme, tout en composant le 911 de l'autre main. Je savais que la police n'arriverait pas à temps. J'ai pensé courir dehors par l'entrée, mais je ne l'ai pas fait. Pour une raison quelconque, je suis resté là, prêt à me défendre, quand j'ai vu les phares d'une voiture entrer sur le parking. C'était mon patron. Le bruit à la porte arrière a cessé net, et quelques secondes plus tard, la camionnette a démarré en trombe. J'ai couru vers mon patron pour le serrer dans mes bras et lui raconter ce qui venait de se passer. Il m'a dit qu'il avait réussi à noter la plaque de la camionnette en la voyant partir. Quand la police est arrivée, mon patron a revu les images de la caméra avec eux. C'était pire que je ne l'imaginais. Juste avant que la femme ne parte, les caméras avaient capté 2 silhouettes masquées accroupies près de la porte d'entrée, en attente. Une autre personne se trouvait à l'arrière, essayant de forcer la serrure,
clairement pour m'obliger à sortir par l'avant. C'était absolument terrifiant. Pour couronner le tout, la plaque que mon patron avait notée n'était pas enregistrée. Cela fait déjà un bon moment depuis cet incident, mais aucune avancée n'a été faite. La seule bonne nouvelle, c'est que mon patron ne me laisse plus travailler seul. Malgré cela, je me sens toujours extrêmement mal à l'aise quand je suis programmé pour un service de nuit. Je me demande encore comment il savait que je travaillerais seul. Cela n'a toujours aucun sens aujourd'hui. Je pense souvent à ce qui aurait pu arriver si j'avais cédé à la peur et couru dehors par l'entrée. J'avais l'habitude de travailler au service de nuit dans une station-service, une petite supérette à SLC, sur un tronçon tranquille de la route. Je dis j'avais l'habitude parce qu'après ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, je ne travaillerai plus jamais de nuit. C'était une petite station du genre qui ne voit presque plus de clients passer une certaine heure. La plupart de mon service consistait à réapprovisionner les rayons, nettoyer les comptoirs et, de temps en temps, encaisser un routier ou un voyageur de passage. Je me souviens de tout très clairement. Il était un peu plus de 2h30 du matin. À ce moment-là, même les routiers avaient pratiquement disparu et je n'avais plus rien à faire. Je traînais sur mon téléphone sans réfléchir, juste pour tuer le temps. À un moment donné, je suis sorti prendre l'air, frottant mes mains contre le froid. J'ai laissé échapper quelques respirations, voyant ma buée se dissiper dans l'air glacé. Le parking était vide, seulement les pompes, la route et la bande sombre des arbres au-delà. L'enseigne au néon clignotait faiblement et je me souviens que l'air était brumeux, comme si l'on pouvait voir l'humidité suspendue. Même si l'autoroute n'était pas si loin, le silence était lourd. Alors que je m'apprêtais à rentrer dans la boutique, j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. J'ai tourné la tête brusquement et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un debout derrière l'une des pompes. Comment ne l'avais-je pas remarqué avant? Il portait un sweat à capuche rouge sombre, capuche relevée et gardait les mains dans les poches. Il n'y avait aucune voiture à proximité, donc il n'était clairement pas en train de faire le plein. Le plus étrange, c'est qu'il ne semblait pas non plus se diriger vers la boutique. Il était juste là, immobile, légèrement tourné vers moi, comme s'il m'observait. Au début, j'ai pensé qu'il attendait peut-être quelqu'un, mais quelque chose dans sa manière de bouger me dérangeait. Il se déplaçait en traînant les pieds dans un genre de cercle. Je suis rentré dans la boutique, mais j'ai continué à le surveiller à travers la vitre. Je suivais ses mouvements en essayant de faire semblant de ne pas regarder, espérant que quelqu'un vienne le chercher ou quelque chose du genre. Mais, après quelques minutes, il a commencé à marcher vers la porte. D'abord lentement, puis soudainement il l'a poussée et est entré, comme s'il avait pris une décision d'un seul coup. Il a marché jusqu'au comptoir, mais n'a rien dit tout de suite. Il s'est contenté de me fixer, comme s'il m'évaluait. Puis, d'un ton précipité, presque récité, il a murmuré que sa voiture était tombée en panne juste avant les pompes. Il disait avoir besoin d'une recharge de batterie ou peut-être juste d'un peu d'essence pour rejoindre la prochaine ville. J'étais choqué. Il n'essayait même pas de rendre son histoire crédible. C'était incroyable qu'il pense vraiment que j'allais croire à ce mensonge éhonté. J'ai proposé d'appeler une dépanneuse à la place. Non, non, a-t-il répondu trop vite, secouant la tête. Il avait seulement besoin d'une lampe torche, peut-être d'un peu d'aide pour regarder sous le capot. Quelque chose clochait clairement. La façon dont il parlait, dont il analysait ma réaction, on aurait dit un test. Pour être honnête, les gens qui se pointent dans les stations à cette heure-là sont souvent un peu étranges, et j'ai commencé à me demander s'il n'avait pas vraiment besoin d'aide, qu'il était juste bizarre ou sous influence. Je lui ai demandé où sa voiture était garée. Il a dit que c'était juste après l'entrée de l'autoroute. Évidemment, j'étais méfiant. Mais alors il a pointé l'écran derrière moi. Je me suis retourné et à ma surprise, il y avait effectivement une voiture arrêtée dehors. J'ai pensé, merde, peut-être que ce gars a vraiment besoin d'aide. Mais alors quelque chose m'a frappé. J'étais littéralement dehors à l'instant et j'aurais forcément remarqué une voiture garée là. J'ai regardé à nouveau l'écran
et j'ai vu un léger mouvement près du pare-choc arrière. Quelqu'un était accroupi, caché de la caméra. Un frisson glacé a parcouru mon corps. J'ai forcé un sourire détendu et j'ai fait semblant d'accepter d'aider l'homme. Mais j'ai dit que je devais d'abord récupérer mon téléphone dans le bureau à l'arrière. Je me suis tourné lentement, sans vouloir l'alarmer, mais dès que je suis sorti de son champ de vision, j'ai appuyé sur le bouton de panique sous le comptoir. L'alarme a retenti immédiatement, résonnant dans toute la boutique. Je m'attendais à ce qu'il m'attaque, mais ce qu'il a fait était encore plus perturbant. Son énergie nerveuse a disparu. Plus d'urgence feinte, plus d'agitation. Il s'est complètement détendu, son langage corporel a changé, et puis il a souri. Ce n'était pas un sourire de panique ou d'embarras. C'était un sourire lent, conscient, comme s'il avait tout le temps du monde, comme si ça l'amusait. J'étais sous le choc. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. D'un seul mouvement fluide, il s'est retourné et a filé dehors. J'ai couru jusqu'aux écrans juste à temps pour voir les deux s'enfuir. Non pas vers la voiture, mais dans la forêt derrière la station. La voiture est restée là, moteur éteint, phares éteints, vide. Quand la police est arrivée, la scène était exactement comme je l'avais vue. La voiture garée, mais aucune trace d'eux. Pas d'empreinte menant vers les bois, aucun signe nulle part. C'est alors qu'un des policiers a remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. La portière avant côté passager était ouverte. Il y avait une troisième personne dans la voiture depuis le début. La police a pris ma déposition, a emporté les enregistrements des caméras, et c'est tout. Quelques jours plus tard, ils m'ont recontacté. La voiture avait été remorquée, les plaques vérifiées. Elle avait été déclarée volée presque une semaine auparavant, à plus de 160 km de là. Personne ne s'est manifesté pour la réclamer, aucun avis de disparition, aucun autre crime lié. Juste un véhicule abandonné au milieu de nulle part sans explication. C'était il y a des mois, et jusqu'à aujourd'hui, rien. Je ne sais pas pourquoi les supérettes sont des cibles si courantes, mais je peux affirmer avec certitude que je ne travaillerai plus jamais de nuit. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Je travaille de nuit chez Walmart. Ce n'est pas le pire boulot du monde, mais au bout d'un moment, on a l'impression de flotter hors du temps. Les nuits se confondent, même rayon, même routine, le bourdonnement constant des néons au plafond. J'espère toujours trouver mieux. D'habitude, je suis au rayon électronique, en train de réapprovisionner les stocks, ce qui est bien parce que c'est plus calme que les autres sections. Personne ne vient à 2 heures du matin acheter des chargeurs ou des enceintes Bluetooth. La plupart des clients sont des insomniaques qui tuent le temps ou des routiers qui prennent des provisions de dernière minute avant de repartir sur la route. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il ressemblait juste à un type de plus errant dans les allées, peut-être en attendant quelqu'un. Mais après quelques minutes, j'ai compris qu'il n'achetait rien. Il ne faisait même pas semblant. Il apparaissait simplement chaque fois que je levais les yeux, immobile pas loin, tournant autour de l'étagère suivante ou restant beaucoup trop longtemps dans le rayon des promotions. Il ne regardait rien, il se contentait d'être là, à m'observer. Je me suis dit que j'exagérais. Le magasin est grand, peut-être qu'il prenait juste son temps. Mais sa manière de se déplacer? Toujours assez près pour que je le remarque, jamais assez pour que je puisse réagir. Puis une voix de femme a retenti soudainement, forte, amicale, étrangement familière. Elle s'est exclamée « Te voilà !» avant de commencer à parler comme si elle m'avait cherché partout. Je me suis retourné, complètement perdu, et j'ai vu une femme que je n'avais jamais vue de ma vie. Elle souriait et tenait fermement mon bras, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient par hasard. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est rapprochée et a murmuré, d'un ton bas et urgent, « Ce type est en train de t'enregistrer. Suis-moi. » Mon estomac s'est noué. En marchant, elle continuait de parler à voix haute, comme si nous discutions d'un voyage ou d'une blague entre nous. Je n'entendais presque pas ces mots, obsédé par une seule pensée. Est-ce qu'il m'enregistrait vraiment? C'était trop terrifiant. J'avais envie de savoir s'il nous suivait encore, mais je n'ai pas eu le courage de regarder en arrière. La femme me guidait rapidement à travers les allées.
Au début, j'étais soulagé de ne plus être seul, mais j'ai vite compris que quelque chose clochait. Je lui ai dit que ça allait, mais elle n'a pas ralenti. J'ai insisté et essayé de dégager mon bras. « Tu peux me lâcher maintenant » ai-je dit, mais elle ne m'a pas lâché. Elle a souri, mais il y avait quelque chose de faux dans ce sourire. « Allez, encore un peu » a-t-elle dit, me tirant presque de force. À ce moment-là, j'ai réussi à me libérer et je n'ai pas perdu une seconde. J'ai couru vers l'avant du magasin. Pendant que je fuyais, elle a crié derrière moi. Elle m'a dit de revenir. Et puis elle a crié mon nom, un nom que je ne lui avais jamais donné. J'ai continué de courir jusqu'à croiser un collègue qui est accouru vers moi, sans doute à cause de mes cris. Je lui ai demandé d'appeler la sécurité et il l'a fait aussitôt. Mais la femme avait déjà disparu. Quand j'ai raconté mon histoire aux agents de sécurité, ni elle ni l'homme n'étaient nulle part. Au moins, le visage de l'homme était enregistré sur les caméras, donc ça devait être facile à retrouver. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était comment cette femme connaissait-elle mon nom. Ces gens ne m'avaient pas choisi au hasard. J'étais une cible directe. Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à arrêter d'y penser. Je revivais la scène en boucle, chaque détail, la façon dont l'homme m'observait sans jamais vraiment s'approcher, la manière dont la femme était apparue de nulle part, son sourire étrange, et surtout, le moment où elle avait crié mon nom. Peu importe combien de fois je le repassais dans ma tête, rien n'avait de sens. J'ai essayé de me convaincre que j'avais peut-être mal entendu. Peut-être qu'elle avait crié quelque chose qui ressemblait à mon nom, et que la panique m'avait fait croire que c'était moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. L'intonation, la clarté, la façon dont elle l'a dit, c'était trop personnel. C'était moi. Walmart a conservé les enregistrements, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de ce qu'ils en ont fait. J'ai demandé à les revoir moi-même, mais on m'a dit que seule la sécurité et la police y avaient accès. Le rapport interne a confirmé que l'homme était bien là, en train de me suivre. Il apparaissait sous plusieurs angles des caméras, toujours en train de m'observer, mais sans jamais interagir avec personne d'autre. La femme apparaissait aussi, mais ce qui m'a terrifié le plus, c'est de réaliser qu'elle était déjà dans le magasin avant de m'aborder. Elle marchait seule, errant lentement dans les rayons, comme si elle attendait le bon moment. Et puis, quand elle a vu que j'avais remarqué l'homme, c'est là qu'elle est venue vers moi. Ce n'était pas spontané, c'était préparé, comme si tout avait été planifié. La police a été officiellement appelée. J'ai fait ma déposition, raconté tout ce dont je me souvenais, et la sécurité a remis les enregistrements. Mais, à ma grande frustration, aucune mise à jour concrète n'a suivi. Ils ont dit qu'ils enquêtaient, mais sans piste solide. Et pourtant, le malaise ne m'a jamais quitté. Depuis cette nuit-là, j'ai l'impression d'être constamment observé. Parfois, pendant mon service, je sens des regards peser sur moi. J'ai croisé des clients qui fixaient trop longtemps, et je ne peux m'empêcher de penser qu'ils pourraient être liés à ces deux-là. J'ai arrêté de garer ma voiture toujours au même endroit. Maintenant, je change tout le temps. Quand je rentre, je prends des détours inutiles juste pour vérifier si quelqu'un me suit. Ce n'est pas de la paranoïa gratuite, c'est de l'instinct de survie. Le détail qui m'obsède le plus, pourtant, c'est quelque chose que je n'ai réalisé qu'après. Sur les caméras, quelques secondes avant que la femme ne m'aborde, elle passe à côté de l'homme. Ils ne se regardent pas, n'échangent pas un mot, mais leurs mouvements s'alignent, comme s'ils étaient parfaitement synchronisés. Cette nuit-là m'a prouvé qu'ils n'étaient pas deux inconnus indépendants. Ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Un plan. Et j'étais la cible. Je n'avais jamais vécu ça auparavant. J'ai travaillé beaucoup de nuits, j'ai eu affaire à des clients bizarres, des gens sous l'emprise de drogue, même des vols. Mais là, c'était différent. C'était pas du hasard. Ce n'était pas une coïncidence. Elle connaissait mon nom. Après cette nuit, la sécurité a renforcé les procédures internes. On m'a dit de ne jamais gérer seul des situations suspectes et de rester constamment en contact par radio. Ça m'a donné un peu de réconfort, mais ça m'a aussi fait comprendre à quel point j'étais vulnérable avant. Mes collègues ont commencé à en parler aussi. Certains ont ri, disant que ça ressemblait à un film. D'autres étaient visiblement mal à l'aise,
parce qu'ils savaient que ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre eux. Le fait est que personne n'a pu expliquer comment la femme connaissait mon nom. J'ai essayé de penser à toutes les possibilités. Peut-être qu'elle m'avait entendu être appelé plus tôt, mais cette nuit-là, personne n'avait prononcé mon nom à voix haute. Peut-être qu'elle l'avait vu sur mon badge, mais je ne portais pas mon badge. Je l'avais laissé dans mon casier parce que la lanière était cassée. Alors, comment? La police n'a jamais donné de réponse. Ils ont dit qu'ils essayaient d'identifier les deux sur les caméras, mais je n'ai rien entendu depuis. Le visage de l'homme était clair sur les vidéos, mais celui de la femme était plus difficile à saisir, parce qu'elle adoptait toujours une posture de quelqu'un qui savait où se trouvaient les caméras. Et ça, en soi, est terrifiant. Dans les jours qui ont suivi, je suis devenu paranoïaque. Chaque personne entrant dans le magasin me paraissait suspecte. Chaque client qui restait trop longtemps dans une allée me rendait nerveux. Une fois, j'ai cru apercevoir la même femme furtivement sur le parking, mais quand j'ai couru pour vérifier, il n'y avait personne. Peut-être que mon esprit me jouait des tours, ou peut-être pas. Je travaille encore chez Walmart, mais j'ai demandé à réduire mes services de nuit. J'évite au maximum d'être seul. Malgré ça, je n'ai jamais retrouvé la paix la nuit. Le fait de ne pas savoir qui étaient ces gens, ce qu'ils me voulaient, et surtout comment ils connaissaient mon nom, c'est ce qui m'obsède le plus aujourd'hui. Ces gens ne m'ont pas choisi au hasard. J'étais une cible directe.